Merci d'être avec nous. L'heure est à la guerre. Tous azimuts. Gérard Araud, vous êtes toujours avec nous. Si on récapitule ce que les Ukrainiens ont osé contre la Russie au cours des derniers jours. Dimanche, l'opération géante des drones contre les avions, puis les trains. Puis mardi le pont de Kerch, puis aujourd'hui l'opération menée contre les Tupolev. Il y a une stratégie visiblement qui est celle du président Zelensky. Laquelle ? Vous savez, je crois qu'une guerre, c'est aussi l'affrontement de deux volontés. Eh bien, l'Ukraine vient d'envoyer une série de messages à la Russie. D'abord, de bien montrer à Poutine qu'ils ne vont pas céder, qu'ils sont prêts à se battre et qu'ils ont des moyens. Il y a aussi le message à l'opinion publique ukrainienne, ne l'oublions pas, qui souffre de cette guerre, de dire, vous voyez bien, nous sommes capables de porter des coups très durs à nos ennemis. Il y a aussi un message à l'opinion publique russe, parce que l'opinion publique russe, il ne faut pas croire qu'elle croit toutes les billevesées du régime. Les Russes ont l'habitude de subir la voix officielle des régimes, et ils savent distinguer la vérité de ce qui n'est pas vrai. Eh bien là, l'Ukraine leur a envoyé un message très clair. Non, la Russie n'est pas en train de gagner, la Russie n'est pas en train de nous écraser. La guerre se poursuit. L'absence de peur, c'est-à-dire que, rappelez-vous, à l'époque, on disait attention à la Crimée, c'est dangereux, toucher à l'arsenal nucléaire, c'est dangereux, aller trop en profondeur dans la Russie, c'est dangereux. Tout ça a sauté. Vous savez, au fond, de quoi devraient avoir peur les Ukrainiens ? Alors, il y a le nucléaire, mais personne ne croit que les Russes vont utiliser le nucléaire. Et on oublie quand même que depuis maintenant 3 ans, les Russes bombardent massivement. Il y a eu une période où ils détruisaient systématiquement les infrastructures, l'électricité, l'eau. Et maintenant, on voit, ils tirent au hasard dans des bâtiments qui sont habités par la population civile. Donc, que doit craindre l'Ukraine ? Lorsque Poutine annonce à Trump, sans que Trump d'ailleurs s'en émeuve, je vais réagir très fortement, sans doute il va envoyer encore plus de missiles et il tuera encore quelques dizaines de civils ukrainiens. Comment expliquer ce monstre, au sens étymologique, monstre de la Russie ? On disait tout à l'heure dans ce plateau, si c'est les États-Unis qui avaient été touchés jusque dans leur arsenal de bombardiers, on se dirait c'est un événement. Là, la Russie arrive à subir des coups, elle encaisse des coups, mais elle peut aussi en donner de manière très surprenante. C'est parce que la Russie est un pays qui n'a pas, d'une certaine manière, qui n'est pas postmoderne comme on est. Ils sont encore dans la logique des guerres. Et les Russes, on le sait bien, peuvent souffrir beaucoup. Le peuple russe est un peuple patriote. Je suis convaincu que beaucoup de Russes qui n'approuvent pas la guerre qu'on ait envahi l'Ukraine, eh bien néanmoins se disent « mais je ne veux pas que mon pays perde ». Ils s'en font une vertu quasi légendaire. Cette obsession de Napoléon a pu aller très à l'intérieur jusqu'à Moscou, mais à la fin, ils ont gagné. Les Allemands ont pu aller à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de Moscou, mais à la fin, ils ont gagné. Pour eux, ça fait partie de leur récit national. Oui, ça fait partie. Puis il y a eu les Mongols qui ont envahi une grande partie du pays. Vous avez cette extraordinaire résilience de la Russie qui a l'espace pour elle. Et ça, c'est évidemment un avantage immense. Vous savez, souvent on parle de la défaite française de mai-juin 40, mais si on avait eu l'espace russe, ça aurait été quand même différent. Les Russes n'ont pas perdu la guerre en 41 grâce à l'espace russe. La Russie, c'est avant tout un espace, et voilà, et ils tiennent. Et ça fait peur aux voisins. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Tchécoslovaque Václav Havel qui disait cette espèce de monstre qui s'étend, qui gonfle, et puis qui se rétracte. On ne sait pas très bien pourquoi, ni quand, ni comment, ni sont ses limites. Alors non, il n'y a pas de limite. Vous le savez, les Russes, le président Poutine le dit lui-même, il n'y a pas de limite à la Russie. Si on écoute le Darius Rojbin russe, il annonce qu'après tout, pourquoi pas, on défilera un jour dans les rues de Paris. Mais il y a quand même, au fondement de la pensée stratégique russe, il y a l'idée que ils ont besoin d'un glacis à l'ouest. C'est vrai que les invasions, vous en citiez 2, il y a aussi l'invasion suédoise de 1709, les invasions sont venues de l'ouest et il y a eu cette tendance russe à avancer vers l'ouest pour créer un glacis protecteur. Or là, la Russie est privée de son glacis protecteur par l'effondrement de l'Union soviétique et donc il y a une logique russe de reprendre cette marche en avant. Comment comprendre cette série de ratages jusque quand on
rentre dans le détail. Un des hommes qui visiblement aurait servi aurait été un des cerveaux de cette grande opération contre les bombardiers, Artem, qui est donc un agent secret ukrainien qui aurait réussi à s'introduire en Russie déjà précédemment sans éveiller l'attention. Selon les recherches menées par les blogueurs militaires russes, il aurait loué cet entrepôt anonyme à Tcheliabinsk. C'est la base où ont été assemblés en quelque sorte les drones. On peut d'ailleurs voir les images qui le rappellent. Et ça vraiment sous le nez du FSB, sous le nez des services russes. Le problème, c'est que Poutine dit nous sommes deux peuples frères et même il n'y a pas de peuple ukrainien. D'une certaine manière, il a aussi raison. C'est-à-dire que vous avez énormément d'Ukrainiens qui connaissent parfaitement la Russie, qui sont russophones, on le dit, et donc qui peuvent s'infiltrer, qui peuvent infiltrer la Russie. Il y a sans doute aussi d'ailleurs des citoyens russes qui peut-être ont une ascendance ukrainienne ou des sympathies pour l'Ukraine, qui peuvent être aussi recrutés par la Russie. Inversement, ce qui est plus étonnant, c'est que finalement, apparemment, les Russes n'ont pas réussi à faire la même chose en Ukraine, parce que eux aussi connaissent l'Ukraine, eux aussi ont des russophones en Ukraine. Donc on a l'impression, en effet, que les Ukrainiens, de ce point de vue-là, sont beaucoup plus, je dirais, imaginatifs et créatifs. C'est une des caractéristiques de cette guerre. Parmi les leçons de la guerre, je pense qu'il y a cette créativité, cette souplesse, cette inventivité de l'Ukraine, qui est sans doute d'ailleurs une leçon pour les guerres de l'avenir. Ce mélange d'extrême agressivité de la Russie et de vulnérabilité, on va voir plus précisément un certain nombre d'images que les Ukrainiens fournissent sur ce qu'ils ont fait dans la journée de dimanche. Les attaques de drones sur les Tupolev, les attaques de drones sur un avion satellite. Ils ont là touché un certain nombre d'appareils d'importance, de type AWACS notamment. Et là aussi, on se dit, mais comment est-ce possible ? Parce que, voilà, vous savez, on est quasiment dans un roman d'espionnage. Je pense qu'on pourra faire un film. Moi, ça me fait penser aussi à l'opération israélienne sur les fameux beepers du Hezbollah. Vous avez aussi ce genre de réussite extraordinaire des services de renseignement. En général, ces réussites sont aussi, évidemment, vous l'avez dit, la révélation de la vulnérabilité de l'autre côté. La Russie est un pays à l'évidence vulnérable. Il y a une opposition. Vous savez, les régimes autoritaires ne sont pas toujours les plus efficaces. Les démocrates se rassurent toujours en disant les démocraties gagnent à la fin. Elles sont plus organisées, plus solides. Est-ce que c'est encore vrai ? Quand on voit ça, effectivement, d'une certaine manière, ça rassure. Moi, je l'espère. J'espère qu'il y a une résilience des régimes démocratiques parce que, justement, il y a une mobilisation de la population derrière. Le régime démocratique accepte la créativité. Vous savez, ça me fait penser à cette équipe un peu de gens un peu surprenants qui ont réussi à pénétrer les codages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, donc des gens qui étaient tous plus ou moins excentriques à la britannique. Eh bien, les Britanniques l'ont accepté, les ont mis dans un château et ils ont réussi à briser le fameux code Enigma de l'armée allemande avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Ça, c'est la démocratie peut se permettre ce genre de choses parce qu'elle ne veut pas tout contrôler. Et donc, elle laisse aussi s'exprimer cette créativité qui est nécessaire. Quelle peut être maintenant la réaction de Poutine ? Quels sont, disons, les choix qu'il a devant lui ? Justement, comme je le disais, déjà les Russes frappent tellement fort qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont envoyer des missiles ? Est-ce qu'ils vont viser le palais présidentiel de Zelensky, par exemple, le palais présidentiel ? Est-ce qu'ils vont essayer une fois de plus de détruire les infrastructures énergétiques ? Il leur faut en effet quelque chose de spectaculaire. Ils doivent y penser. Mais comme de part et d'autre, il faut bien dire aussi bien le succès ukrainien que l'éventuelle représailles russe, ça ne change pas la réalité stratégique du champ de bataille. C'est là où on est très largement dans la guerre d'information, dans la guerre psychologique qui est importante, mais ce n'est pas ce qui va amener la victoire à l'un ou à l'autre. On va entendre Vladimir Poutine dans ses propres mots, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans les déclarations qu'il a faites. D'abord, évidemment, ça c'est son discours classique, il appelle les Ukrainiens terroristes, mais il essaie de mouiller le plus possible les Occidentaux dans l'affaire. Écoutez-le. L'état-major de Kiev qui organise des actes terroristes demande en même temps une suspension des combats pour 30 ou 60 jours.
Il demande une réunion au sommet. Mais comment tenir de telles réunions dans ces conditions? De quoi parler? Qui négocie avec des terroristes, avec ceux qui parient sur la terreur? Pourquoi les récompenser en leur offrant un répit dans les hostilités? Car il sera mis à profit pour injecter des armes occidentales dans l'armée, pour poursuivre la mobilisation forcée et pour préparer d'autres attaques terroristes, comme celles qui ont été perpétrées dans les régions de Briansk et de Koursk. Gérard Araud, pourquoi est-ce qu'il essaie à ce point, disons, d'amalgamer les Occidentaux à tout ça? Alors parce que ça, c'est la grande rhétorique russe. D'abord, c'est pour exprimer son mépris de l'Ukraine. Il ne peut pas dire, ces Ukrainiens que nous traitons de tous les noms, et avec beaucoup de condescendance, voire de mépris, qu'ils ont réussi cette affaire qui est quand même spectaculaire, et les Russes doivent quand même l'avouer. Donc il faut mouiller les Occidentaux, de dire, ah non, c'est pas ces ploucs d'Ukrainiens, ce sont les Occidentaux. Et de surcroît, il y a tout un discours, vous le savez, à la télévision russe, sur le thème « Nous ne sommes pas en guerre avec l'Ukraine, nous sommes en guerre avec l'OTAN ». Ce qui est une manière de se mettre au niveau, non pas de l'Ukraine, mais au niveau de l'OTAN. De justifier le fait qu'au bout de 3 ans, la Russie n'a pas encore réussi à vaincre l'Ukraine. Depuis que Trump est là, depuis que Trump lui fait des offres, on a l'impression que Poutine ne les prend pas. Alors, il est encore moins sans doute en position là ce soir avec ce qui arrive, mais enfin... selon vous, est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas les prendre, qu'il veut continuer la guerre, ou est-ce que c'est une posture de négociation? Moi, je crois qu'il y a 2 hypothèses. Il y a l'hypothèse, est-ce qu'il a considéré que la guerre lui coûtait trop cher et qu'il fallait y mettre un terme, et donc c'est la posture de négociation. Vous savez, on commence... ça m'amuse un petit peu lorsque je vois des commentateurs qui disent la Russie pose ses exigences, c'est la preuve qu'elle ne veut pas la paix. Mais pas du tout. Toute négociation commence par une affirmation d'intransigeance sur le thème, voilà les buts maximalistes. Puis on s'assoit et après on négocie le marchandage de tapis. N'importe quel achat d'appartement. Exactement. Ou le tapis, quand vous allez au tapis à Marrakech, on commence par vous demander 100 et à la fin vous partez, ça vous a coûté 20 si vous êtes bon. Enfin moi en général je pars avec 50 parce que je me lasse. Mais voilà, donc il y a ce côté marchandage de tapis. Ça c'est possible. Ça me semble de moins en moins vraisemblable. Il y a la deuxième hypothèse qui est de dire Trump va partir. Et moi, je peux gagner la guerre. D'abord parce que, et c'est vrai que sur le terrain, l'armée russe avance. Elle avance kilomètre par kilomètre, mais elle avance quand même, et de plus en plus rapidement. Et les Ukrainiens sont à la peine. Et comme ils méprisent les nains européens, et j'aurais tendance à dire qu'il n'a pas totalement tort, il peut dire « je peux tout gagner ». La stratégie du désordre complet, est-ce qu'elle existe? C'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas simplement pour but de faire avancer de tant de kilomètres ou de reprendre telle région habitée par des russophones, mais plus que ça, de semer le désordre, au fond, le désordre international, ou en tout cas d'imposer un autre ordre, d'avoir une vision sans doute un petit peu excessive. Ah oui, non, c'est à l'évidence, il juge, mais la Chine aussi juge. Et on peut se demander si Trump ne juge pas la même chose, nous sommes en train d'accoucher d'un nouvel ordre international, et que ce nouvel ordre international ne sera pas dominé par l'Occident comme le précédent l'était, et que c'est le retour un petit peu d'une forme d'impérialisme, les empires avec leur zone d'influence. Il y a eu récemment, je lisais une interview de Surkov, qui est le penseur de Poutine, qui était celui dont on parle dans le Mage du Kremlin. Et vous lisez ces quelques phrases et c'est totalement ahurissant. Il dit bien, nous allons reconquérir, imposer notre loi à l'Europe, y compris les pays baltes, etc. Donc oui, il y a cette volonté impériale qui s'exprime. La Russie a toujours été un empire. La Russie a toujours été un empire qui avance et un empire qui compte sur la force. Voilà, elle reste fidèle finalement à son ADN. Nous sommes tellement rationnels par rapport... On voit bien ici en Europe, tout nous choque. C'est-à-dire l'autre qui veut prendre le Groenland, ça nous paraît... D'abord on dit c'est pas possible, il blague ou il exagère. Et on comprend qu'il ne blague pas. Les Russes, quand ils se disent qu'ils pourraient attaquer peut-être l'OTAN, on se dit c'est pas possible. Et puis petit à petit, on se rend compte que ça n'est pas impossible. C'était la logique du monde jusqu'à 1939. Vous voyez, et celle-là, on l'a oubliée. Nous-mêmes, nous avons conquis l'Europe, on a conquis la moitié du monde. On a même conquis les 2/3 du monde. Donc nous savions ce que c'était. Mais depuis 1945, nous avons été sevrés de cette folie militariste en connaissant la plus longue période de paix depuis la chute de l'Empire romain, période
période d'une incroyable prospérité, liberté, sécurité. Et évidemment, d'un seul coup, on nous demande d'en sortir, de dire « Ah non, c'est fini, on vous pousse dans l'air glacial du dehors et vous allez vous retrouver en 1934, 33... » Et ça, évidemment, je comprends très bien que les citoyens européens soient dans le déni. Mais nos dirigeants le sont aussi un petit peu. Le militarisme, hein, on découvre à quel point, je recommande ceux qui ne l'ont pas vu sur notre antenne, les documentaires de Jérôme Garraud, sur le fait que c'est une idéologie en soi. À Moscou s'installe, d'ailleurs des générations sont formées à ça, une idéologie militariste, qu'il y a eu le militarisme prussien. Mais la Russie, vous savez, repose sur la force. Hein. D'abord, la Russie, c'est un pays multiculturel, multinational, qui repose sur la domination des Russes. Comme on le disait, c'est un pays sans frontières. Et c'est un pays qui ne croit pas, qui ne se veut pas une nation, un État-nation. Moi, ça me frappe beaucoup, par exemple, je connais un peu la littérature russe, la littérature aussi stratégique russe. La Pologne a été une province de l'Empire russe. Eh bien, pour les Russes, il n'y a là rien d'anormal. C'est-à-dire qu'il ne leur vient pas à l'idée que la nation polonaise, après tout, avait vocation à être indépendante. Non, ils sont partie de l'empire russe, et les Polonais, c'est comme les Tatars, c'est comme les autres, toutes ces multiples nationalités qui ont la chance immense d'être au sein de l'empire russe. La donne de la soirée, on le disait tout à l'heure, c'est la prise de position, si on peut dire, de Trump, avec une extrême prudence. Arrêtons-nous plus exactement, parce que vous êtes le premier observateur de Trump, très souvent il est dans l'excès, dans le hurlement. Là, pas du tout. Rarement il est aussi prudent, sobre. Je viens de m'entretenir au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. L'appel a duré environ 1h15. Nous avons évoqué l'attaque ukrainienne contre les avions russes amarrés, ainsi que diverses autres attaques menées par les deux camps. C'était une conversation enrichissante. Alors là, on dirait c'est le salon, c'est un thé à 5h à Washington. Mais qui ne mènera pas une paix immédiate. Le président Poutine a déclaré avec force qu'il devra réagir à la récente attaque contre les aérodromes. C'est lui qui l'a écrit ? Je pense que c'est lui qui l'a écrit. Et alors, il y a un autre message aujourd'hui dont vous pouvez penser que ça n'a pas vraiment de rapport, mais il dit, parlant de Xi Jinping, il dit Xi Jinping, c'est un copain, mais vraiment, c'est un négociateur dur. Et donc, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'en réalité, il respecte au fond Poutine et Xi Jinping parce que ils sont dans la même classe. Vous voyez, c'est voilà, c'est des costauds qui obéissent à la même logique que moi, c'est-à-dire que les forts imposent leur volonté aux faibles, et donc finalement, je les respecte parce que je ne respecte que la force. Vous parlez de la Chine. Les récentes heures donnent un certain nombre de nouvelles sur l'ampleur de l'effort de guerre chinois. C'est ce nouveau laser anti-drone chinois qui aurait fait son apparition dans l'arsenal russe, selon un certain nombre de vidéos et d'informations qui sont corroborées par des services. C'est une hypothèse évidemment très inquiétante pour l'Ukraine. La Chine est en train de montrer son agressivité à Taïwan et ailleurs. Je dirais que c'est pas la Chine ne montre pas son agressivité, c'est-à-dire que la Chine est en train d'avoir une politique proportionnée à sa puissance, n'est-ce pas ? La Chine est redevenue en 30 ans une superpuissance. Si vous étiez un général chinois, ce qui est une hypothèse peut-être un peu folle, et que vous, de Pékin, vous regardez le monde et vous vous dites ça va pas très bien pour la Chine, parce que vous avez des navires américains qui sont à 200 000 de la côte chinoise. Les Chinois, ils ne sont pas à 200 000 de la côte américaine. Vous avez toute une chaîne de deals qui sont aux mains des Américains. Vous avez les bases américaines et finalement, je dirais que les Chinois essayent aussi, on peut aussi décrire la politique chinoise comme une manière d'améliorer une situation géostratégique qui n'est pas très bonne. Alors le problème, c'est qu'une attitude défensive d'un côté est prise comme offensive de l'autre. Et donc, les Américains s'accrochent à leur suprématie dans l'océan Pacifique. Donc c'est une situation, je dirais, dangereuse, parce que je vois bien la logique des deux. L'un essaye de se pousser de se pousser du col pour avoir ce qu'il considère son droit, et l'autre, évidemment, s'accroche à sa position. Est-ce qu'ils vont à l'affrontement ? Sur ce plateau, les généraux nous disaient il y a 3 jours qu'il y a des scénarios de guerre, des Kriegspiel, qui indiquent que la guerre serait très âpre. Ils disent que les scénarios indiquent qu'il y aurait 2, 3
porte-avions américains qui seraient détruits, des milliers de morts américains. La suprématie militaire américaine n'est pas garantie. Non, en effet, la guerre est toujours possible, parce qu'il peut y avoir des erreurs de calcul. Vous savez, ils sont, comme vous le savez, en mer de Chine du Sud, vous avez les destroyers américains et les destroyers chinois qui ne cessent de se frôler. Il y en a un qui peut rentrer dans l'autre. Il peut y avoir de nouveau des incidents, une escalade, mais au fond, la meilleure garantie que nous ayons qu'on n'aille pas à l'escalade, moi, ce que j'appelle les épisodes, vous savez, Sarajevo, on assassine un obscur archiduc, et c'est la guerre mondiale. Donc la chance, finalement, qu'on peut avoir, c'est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, ce sont deux puissances nucléaires qui se disent, si la guerre éclate, je ne sais pas si je pourrais contrôler, éviter l'Holocauste et la montée maximale. 4 juin, c'est un anniversaire justement chinois, c'était la place Tiananmen, c'était la répression de la place Tiananmen, l'homme seul devant les chars. Et pour tous ceux qui ont vécu ça, cette génération qui a vécu 1989, la chute du mur, c'est peut-être un des moments qui incarne le plus l'espoir qu'on avait à l'époque et ce qu'il en reste. Pas grand-chose. Pas grand-chose. D'ailleurs, vous savez que je viens juste de lire que la Chine, grâce à l'intelligence artificielle, est en train de faire disparaître sur les réseaux sociaux toute trace de Tiananmen. C'est terrifiant. C'est terrifiant quand on imagine de recréer finalement le monde, le passé. On peut même reconstituer aujourd'hui le passé. Oui, on a rêvé que la Chine deviendrait une grande démocratie, mais on a rêvé la même chose pour la Russie. Et on dit que les dirigeants chinois en ont même fait une forme de vision de l'histoire. Ils ont dit ce que les Russes ont subi, nous, jamais. C'est-à-dire, on tirera dans la foule, toujours. Tant pis s'il y a 100 morts, 1000 morts, 10 000 morts, mais jamais on ne se laissera renverser. Vous savez, c'est le thème où on dit que lorsqu'il y a une j'allais dire, une cocotte minute, voilà, en français, une cocotte minute, et que lorsqu'on commence à ouvrir, c'est le plus dangereux, ça risque d'exploser. Et donc, et pour les Chinois, c'est ce qu'avait fait Gorbatchev. Il avait ouvert un peu et ça avait explosé. Donc eux savent qu'il ne faut absolument pas ouvrir la cocotte minute. Parmi les hypothèses pessimistes, on entend ça, que la démocratie peut être une parenthèse dans l'histoire. C'est-à-dire, on a l'impression, on vivait en 89 dans l'idée que c'était, voilà, il y avait une espèce de boulevard qui allait, beau boulevard toujours plus large. Non, certains pensent qu'aujourd'hui, la démocratie peut s'arrêter. Alors d'abord, la démocratie recule. Vous savez qu'il y a des indices de démocratie qui sont publiés, notamment le hebdomadaire britannique The Economist, et c'est très impressionnant. Au cours des 10 dernières années, le nombre des citoyens du monde qui vivent dans un régime de démocratie, c'est un nombre qui est en train de diminuer. Alors ensuite, là, c'est un peu mon opinion personnelle. Vous savez, un système politique repose sur la légitimité que lui reconnaissent les citoyens. Parce qu'après tout, la monarchie de droit divin, ça marchait bien, parce que tout le monde croyait à la monarchie de droit divin. Là, nous croyons tous à la démocratie. Mais est-ce que si un jour nos citoyens n'y croient plus, hélas, en Occident, aujourd'hui, on voit de plus en plus de doutes sur la démocratie libérale, mais pas la démocratie, peut-être qu'on passera dans un autre système.